Parce qu'il me disait mais un profil comme toi, ça gagne 80 000 € par mois, minimum. Et moi j'étais là en mode... Ça va barder, ouais, ça va barder, ouais, ça va barder. Ah ouais, hey. Sachez que là je fais la belle et tout avec ma ponytail, mais j'ai tellement mal au crâne. Oh. Les amis, on se retrouve sur mon petit canapé rose. Donc par conséquent, on se retrouve pour un Parlons French. Avant d'expliquer le concept au nouveau et de commencer à blablater jusqu'à fatiguer, je vous invite fortement à vous abonner à ma chaîne. Surtout si vous aimez les Parlons French, il y en aura d'autres. Donc, let's go. Alors, pour les petits nouveaux, Parlons French, c'est un concept, mon concept. Et c'est juste une vidéo où je vais traiter un sujet en particulier et parler français. Parler sans langue de bois, sans forcément chercher midi à 14 h. Voilà, on parle français. Donc, évidemment, je force pas les gens à être d'accord avec moi sur tous les sujets ou quoi. On peut même en débattre en commentaire, mais dans la bienveillance et voilà, c'est tout. Du coup, le Parlons French d'aujourd'hui, il va porter sur l'influence, les influenceurs de télé, les arnaques, ma vision de tout ça. Enfin voilà, on va un peu parler de tout ce qui pique en ce moment, hein, parce que bon, comme vous, j'ai vu le complément d'enquête et à la base, j'allais pas faire de Parlons French sur ce sujet en particulier, mais quand j'ai sorti mon ask, j'ai eu une question, qu'est-ce que tu penses du complément d'enquête? Et là en fait, j'ai commencé à débiter, et je me suis dit, mais en fait Shaina, fais un Parlons French, c'était là tu te fatigues à répondre pendant 40 minutes à une question, alors que c'est pas le propos de ta vidéo. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de faire ça. Et ça va pas forcément être une réaction au complément d'enquête sur tous les trucs et tout, mais ça va beaucoup se rejoindre. Donc voilà. Donc déjà avant de commencer, on va commencer par la définition d'un influenceur selon la société. Personne qui influence l'opinion, la consommation par son audience sur les réseaux sociaux. Donc voilà, la définition elle est plutôt simple. D'ailleurs je trouve que nous justement, on réduit beaucoup influenceurs à la consommation, l'achat et tout. Mais bref, on parlera de ça plus tard. Ensuite, au-delà de la définition, il y a aussi ce que les gens pensent des influenceurs. Généralement, les gens ils disent que un influenceur gagne beaucoup d'argent, il vit un peu des strass et des paillettes, il faut rien, c'est pas un métier difficile sur le papier. Et encore, il y en a qui n'estiment pas que c'est un métier. Voilà, t'es connu, tu reçois plein de produits gratuitement, voilà, c'est une vie parfaite. Et moi, je vais pas mentir parce que moi-même je suis influenceuse. C'est vrai, il y a une grosse part de vérité, t'es connu, t'as plein de privilèges, mais il y a des choses qu'on dit beaucoup moins. Déjà ce qu'il faut savoir quand t'es influenceur, c'est que ça ne s'arrête jamais. Ce métier ne s'arrête pas. Donc toi par exemple qui travaille de 8 h à 18 h, quand tu rentres chez toi, c'est fini. Sauf si t'es dans un taf où voilà, t'as des trucs à rendre, des points à faire, etc. Mais généralement, les gens, quand ils rentrent chez eux, c'est fini. Alors qu'à contrario, des personnes comme moi ou d'autres influenceurs, tu te lèves le matin, tu penses influence, tu dors, tu penses influence, tu manges, tu penses influence, ça ne s'arrête jamais. Et les gens, ils négligent cet aspect-là parce qu'en fait, ils sont de l'autre côté. Ils sont les personnes qui consomment les vidéos, consomment les stories, etc. Donc pour eux, il n'y a pas de travail en soi vu que c'est quelque chose qui est divertissant. Après, évidemment c'est pas le pire truc du monde, mais il faut savoir que mentalement c'est un truc qui s'arrête pas. Il y a de la concurrence, si tu postes pas régulièrement t'as du mal à t'en remettre. Si justement t'as envie de prendre des vacances, parfois tu te retrouves à culpabiliser parce que tu bosses pas. Faut toujours être au courant de tout. Même là je suis en train de filmer une vidéo, je peux recevoir un mail qui me dit oui t'as tel collab ou t'as tel événement ou t'as tel truc. Après voilà, c'est la fast life et tout, il y en a qui aiment. Donc déjà ça mentalement c'est quelque chose qui prend de la place parce que t'as l'impression de jamais faire de pause. Et au-delà de ça t'as le côté aussi critique, et ça les gens ils aiment bien dire oui mais c'est bon, si tu te fais critiquer t'as juste à éteindre ton téléphone et c'est fini. Non en fait, parce que la critique ça y est tu l'as vu, ou on te l'a rapporté, on te l'a montré, enfin bref, dans tous les cas t'as accès à ça. Et puis même si tu veux pas avoir accès à ça, par exemple en évitant d'aller sur Twitter ou des trucs comme ça, en DM tout simplement il y a des gens qui peuvent te dire ah mais j'aime pas comment t'es habillée, oh là t'es moche, oh là plein de trucs comme ça en fait. Et ce qui est difficile en plus, et ce que je dis souvent, c'est qu'il y a une ligne hyper fine entre ta personne et ton personnage sur les réseaux sociaux. T'as pas vraiment de personnage. Généralement, quand t'es un influenceur, t'agis comme t'agis dans la vraie vie. Enfin, ta personnalité, elle est la même dans la vraie vie. Après, oui, il y a toujours des acteurs et des actrices, mais bon, voilà. Mais généralement, voilà, ça reflète aussi ta personnalité, toi, enfin les gens en fait ont accès à toi. Et ça aussi c'est un autre point, c'est que finalement tu t'appartiens plus vraiment en fait. Les gens en fait ils te possèdent entre guillemets. Là vous allez dire je vais loin et tout, mais je vous jure que moi ça fait 6 ans que je fais ça et je le vois sur moi, sur les autres, et c'est pas des lol en fait, c'est pas un truc à négliger ou quoi. Donc quand les gens ils vont te critiquer, forcément toi tu vas le prendre pour toi parce qu'il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de je jouais le méchant dans un film donc c'est bon, de toute façon je sais que c'est mon personnage qu'on critique. Non, c'est moi directement. Donc c'est encore
plus difficile. Et ça pareil, mentalement, ça peut te mettre KO quoi. Ensuite il y a la solitude. Ça on n'en parle pas assez je trouve, mais généralement les influenceurs ils sont hyper seuls. Genre ils ont pas énormément d'amis, et même si ils ont des amis, bah leurs amis en fait ils font leur vie. Enfin moi par exemple j'ai beaucoup d'amis qui ont une vie classique et tout parce que j'ai des amis d'enfance, mais eux par exemple bah ils ont leur taf toute la semaine. Il y a personne qui est disponible la semaine. Si moi par exemple j'ai envie de me prendre une pause, voilà, bah il y a personne sauf si t'es potes avec des influenceurs. Donc il y a beaucoup ce truc de solitude. T'es souvent chez toi, tu filmes chez toi, tu montes chez toi. Moi encore ça va, je suis mariée donc je sais que à la fin de la journée j'ai un mari qui rentre à la maison. Mais si t'habites tout seul ou toute seule, parfois en fait tu peux être là, faire ta vie et ne parler à personne. Et ça je l'ai vu avec plein d'influenceurs comme Johan Paps, il en parlait récemment de la solitude, et c'est pas du tout le seul hein. Y a plein de personnes qui m'ont témoigné de ça, des influenceurs à qui je parlais qui me disaient ça. Donc ça aussi, mine de rien on se rend pas compte mais ça joue. Et au-delà de ça, si tu veux casser ta solitude, et ben c'est pas comme avant, parce que finalement comme maintenant t'es connu, bah il y a beaucoup plus de gens qui sont là par intérêt. Tu sais plus qui est vraiment sincère, qui finalement revient vers toi pour ça. Enfin en fait tu deviens parano, donc finalement en fait même tes relations à l'extérieur elles deviennent bancales. Et évidemment je finirai par dire que c'est du travail. Donc après oui ça dépend en fait. Justement je vais parler de tout ça parce que il faut que enfin on fasse la distinction de tout. Mais pour moi c'est vraiment du travail. Après évidemment hein, franchement c'est clair qu'il y a beaucoup d'avantages. Donc je peux pas dire c'est plus dur que d'aller dans un chantier. Enfin non, faut arrêter. Il y a rien de douloureux, de physique. Enfin voilà, c'est plus le mental en fait qui peut être difficile. Mais pour moi je considère quand même ça comme un travail ou comme une grosse activité si on veut. Et justement dans le complément d'enquête, moi ce qui m'avait gêné c'était ça, c'était de voir l'extrait là des deux influenceurs qui étaient sur le yacht là à Dubaï, le gros cliché là, et ils étaient en train de faire une danse TikTok, tout ça, genre un truc qui dure 10 secondes, et ils disaient que oui pour ça on est payé tant et tout. Et du coup en fait quelle image ça donne? Ça donne l'image de bah on fout rien et on gagne de l'argent, alors que la vérité derrière tout ça, la plupart des gens qui gagnent de l'argent, et bah derrière ça en fait ils ont grave bossé. Et le contenu par exemple qu'ils vont faire sur TikTok ou Instagram, c'est un truc qu'ils vont faire en 2-3 heures. Une vidéo d'outfit avec des transitions, ou une vidéo make-up, ou n'importe, peu importe. Mais ce que je veux dire c'est que en fait là ça a grave été réduit, alors que ça c'est tellement pas représentatif de 50 voire 60% des influenceurs qui justement eux bossent de ouf pour avoir ça. Et justement on va y venir, il y a ce problème là parce que l'influence en fait ça regroupe plein de plateformes. Donc pour commencer il y a YouTube. YouTube on va pas se mentir, pour moi c'est genre la plateforme qui est la plus valorisante. Quand tu parles avec quelqu'un et que tu dis que t'es youtubeur, il va moins te prendre pour un glandeur parce qu'il va se dire ah ouais il y a les vidéos, il y a le montage et tout, donc voilà. Mais c'est aussi, en tout cas pour moi, la plateforme la plus difficile à gérer. Personne n'a envie de passer un week-end sur un montage ou 10 heures dans une journée sur un montage. C'est surtout ça qui fait peur. Ou même tout simplement parler devant une caméra, se montrer comme ça, enfin c'est pas la même chose que faire des photos quoi, ou des vidéos de 10 secondes quoi. Enfin bref, en tout cas il y a YouTube, les youtubeurs. Ensuite il y a Instagram. Donc Instagram pour moi c'est un peu moins difficile que YouTube dans le sens où bah c'est juste des photos. Après maintenant en fait plus le temps passe et plus Instagram ajoute des fonctionnalités. Donc il y a photos, story et reels. Donc c'est vrai que ça devient aussi une plateforme où tu bosses beaucoup et tu passes beaucoup de temps quand même. Tu peux plus te contenter juste de faire des photos et hop ça va marcher. Non, maintenant faut faire des photos, faire plus de 5 stories par jour par exemple, faire au moins 1 ou 2 reels par semaine si tu veux que ça marche bien en tout cas. Donc Instagram pour moi c'est aussi une plateforme où tu travailles quand même, mais moins que YouTube. Et moi je vous dis ça en connaissance de cause hein, parce que justement je suis sur toutes les plateformes. Oui je suis la seule folle qui est sur toutes les plateformes. Ensuite il y a Snap. Donc Snap pour moi c'est moins difficile que YouTube et Instagram parce qu'en fait c'est que des stories. Il n'y a rien d'autre que des stories, donc en soi tu fais une chose et voilà, c'est du direct, il n'y a pas de montage, t'es authentique, enfin voilà c'est simple. Après ce qui est quand même prenant sur Snap, c'est qu'il faut vraiment snapper en fait toute ta journée si tu veux être un snapchatter qui est beaucoup suivi ou être hyper drôle etc. Enfin voilà, donc on va pas non plus cracher sur ça parce que c'est vrai que ça aussi ça prend de l'énergie. Et encore une fois je parle en connaissance de cause. Quand j'essaie de snapper toute une journée, genre vraiment je me dis ouais en fait tu dois penser tout le temps à prendre ton téléphone et montrer ce que tu fais, donc c'est pas non plus négligeable, mais pour moi ça reste plus simple que toutes les plateformes que j'ai citées. Ensuite il y a TikTok, le nouveau mastodonte. TikTok c'est des mini vidéos, donc là maintenant ils ont augmenté, mais
Pour moi c'était la plateforme la plus simple parce que voilà, c'était des vidéos de 10 secondes, il n'y avait rien de particulier à faire. Ou par exemple t'apprends une danse ou tu prends une trend. En plus le travail il est un peu plus mâché, c'est à dire que tu reprends des trends et c'est beaucoup plus simple en fait, tu sais quoi faire en fait. Mais je veux pas non plus réduire le truc parce que plus ça passe et plus TikTok c'est difficile. Je vois des gens qui font des TikTok de ouf, qui font des transitions de ouf, et nous on voit ça en 10 secondes mais tu peux passer 3 heures à faire ça quoi. Pareil pour les danses, finalement bah les danses faut les apprendre hein, donc on voit ça comme ça, mais voilà. Mais quand même pour moi, par exemple si j'étais juste TikTokeuse, je pense que je considérerais ça quand même plus facile que les autres plateformes que j'ai citées. Ça se taperait peut-être avec Snap, mais voilà. Et donc voilà, en fait le problème c'est que regardez toutes les plateformes que je vous ai citées, alors qu'il n'y a qu'un terme pour définir les personnes qui travaillent sur ces plateformes là. Et même si moi je suis sur toutes les plateformes, c'est quand même très différent, la manière de travailler elle est différente, enfin voilà, faut faire les distinctions quand même. Maintenant on va parler du fameux conflit entre les influenceurs télé et les influenceurs lambda, c'est-à-dire juste instagrammeurs, youtubeurs, etc. etc. C'est vrai qu'on entend un peu partout que les youtubeurs, etc. ils sont très méprisants envers les gens de télé. Ils mettent vraiment un point d'honneur au fait de distinguer les influenceurs télé des influenceurs youtubeurs, etc. Et même c'est pour ça que vous entendez beaucoup de gens dire oui j'aime pas le terme influenceur, je préfère le terme créateur de contenu. Parce qu'en fait ils ont envie de se détacher de cette image là qui n'est pas du tout la leur en fait pour eux. Et moi justement je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi en fait ils font cette distinction. Mais je vais aussi vous expliquer après, vous connaissez dans les Parlons French il y a toujours thèse, antithèse, pourquoi on ne devrait pas faire cette distinction avec les influenceurs de télé. Influenceur, c'est pas un métier. Moi, j'en ai marre du système d'Instagram, de l'apologie du vide, du rien. Qu'on arrête de dire qu'influenceur, c'est un métier. Poser en string devant une piscine et rien foutre de ses journées, c'est pas un métier. Vous trouvez ça normal que des gens qui n'ont aucun talent, qui ne foutent rien de leur journée, soient payés 100 000 € par mois, alors que les gens ils se lèvent à 6 h le matin pour aller travailler. Ils payent rien, ils lâchent pas un euro, ils ont aucune valeur, ils sont insupportables. Il est chaud. Alors déjà pour commencer, pour ça, pour pas être assimilé à ce que Guillaume Janton vient de dire sur TPMP. Parce que franchement quand je l'ai entendu dire ça, je me suis dit mais wesh, du coup je suis influenceuse ou c'est comment? Pareil quand j'ai regardé le complément d'enquête, hein, j'étais en mode mais attends, je suis influenceuse ou... Parce que en fait ce qu'ils vivent c'est pas trop ce que je vis et pourtant j'ai 500K, hein, voilà, mais c'est loin de ma réalité genre. Et c'est justement ça en fait le problème, c'est qu'en fait comme j'ai dit sur Instagram, il y a un milieu et il y a plusieurs réalités, il y a plusieurs manières de fonctionner. Donc déjà pour commencer, on n'a pas du tout la même histoire. Un influenceur généralement, il est là, il a envie de faire des vidéos ou même des photos sur Instagram, etc. Il finit par se lancer sur les réseaux sociaux, partager ce qu'il aime, ce qu'il fait ou ses talents. Et il crée sa communauté petit à petit. Donc en créant du contenu régulièrement, en postant des vidéos ou des photos régulièrement, enfin bref. Généralement ça se passe comme ça, ta communauté elle grandit, elle te fait confiance et après tu commences à faire des partenariats. Et justement même la plupart des influenceurs, si vous parlez avec eux, ils vont vous dire que à la base ils savaient même pas que ils pouvaient gagner autant avec l'influence ou qu'ils allaient se faire contacter par des marques. Après bon là on est en 2022 donc ça a beaucoup changé, il y en a qui se lancent en connaissance de cause, mais généralement c'est un peu cette idée innocente on va dire. Et il y a ce cheminement en fait de création de communauté, tu bâtis en fait ta communauté. Alors qu'un influenceur télé, en fait justement il commence par la télé. Et une fois qu'il passe à la télé, quand il sort de son programme, et il a directement 100 000, 200 000, 300 000 abonnés d'un coup en fait. Donc en fait sa communauté il n'a pas eu le temps de la bâtir, de la créer, de la connaître et sa communauté elle lui tombe un peu dessus comme ça. Donc c'est pour ça qu'en fait en prenant les deux schémas vous pouvez pas avoir le même résultat ou la même façon de procéder. C'est impossible. Donc forcément il y aura plus d'influenceurs télé qui vont négliger leur communauté, qui vont faire des partenariats sans vraiment savoir pourquoi, enfin encaisser l'argent parce qu'en soi eux ils ont pas galéré à créer leur communauté. Donc en soi voilà. Alors que moi là je vais faire attention à ce que je fais parce que j'ai mis 6 ans à avoir 500 000 abonnés, 6 ans. Donc forcément en fait nous on peut pas se dire qu'on va proposer quelque chose de nul. Après on peut faire des erreurs aussi hein, mais généralement nous on va faire plus attention. Et moi je pense que déjà ça part de là.
Ensuite, on n'a pas du tout le même fonctionnement. Et ça justement, je m'en rendais compte mais je comprenais pas trop. Et là en fait j'ai compris comment ça se passait. On n'a pas du tout le même fonctionnement au niveau des partenariats et tout. Un influenceur classique, enfin bref un youtubeur ou quoi, généralement il va être tout seul ou il va être géré par une agence. Mais même si genre les deux ils sont gérés par une agence, c'est pas du tout pareil. Bah nous en fait on nous contacte et après si ça m'intéresse je fais les partenariats. Et justement l'argent que je vais gagner il va dépendre des personnes qui me contactent ou de mon agent qui a fait le taf de me chercher des contacts. Alors que les influenceurs télé, eux certes on leur propose des collabs et ils acceptent ou ils refusent, mais ce qu'il faut savoir c'est que eux en fait, la plupart en tout cas, ils signent un contrat de salaire. C'est à dire que toi tu vas arriver par exemple chez Shona Evans et elle va te dire tu veux gagner combien par exemple. Toi tu vas dire bah je sais pas 10 000 € par mois et du coup en fait eux ils vont te dire ok dans ce cas tu devras faire 3 placements par jour. Et justement ces 3 placements par jour, comment vous allez les faire si on vous contacte pas? Enfin si un jour on vous contacte pas, bah vous les faites pas. Et justement ça se passe pas comme ça, ils les font les placements. En fait c'est presque imposé, enfin c'est un peu à la chaîne on va dire, genre il y a plein de marques qui sont déjà là et hop on te place sur ça. Et vu que tu as 3 placements à faire, par exemple si on t'en propose 5, tu peux choisir. Mais si on t'en propose 3, vu que tu dois faire 3 placements par jour, bah tu finis par accepter des trucs que forcément t'as pas trop envie de faire parce que t'as envie d'avoir ton salaire et tu t'es entendu avec ton agence pour faire tant de placements par jour. Et c'est ça en fait qui crée le fossé entre nous en fait. C'est ça qui fait que vous voyez beaucoup plus de partenariats un peu mécaniques, un peu ouais bon je le fais parce que je dois le faire. Alors que nous c'est vraiment genre hop tu m'as contacté, ça m'intéresse, je le fais, ça m'intéresse pas, je le fais pas. J'ai pas de placement à faire par jour. Déjà faire plusieurs placements par jour pour moi c'est impensable, genre enfin je sais pas, peut-être que je le ferai un jour mais enfin ça marche tellement pas comme ça en fait dans notre milieu entre guillemets que ça arrive jamais en fait. Et justement je me souviens que je parlais avec quelqu'un qui travaillait dans le milieu de l'influence côté télé-réalité et tout, et genre il me disait des trucs en mode mais Shayla vraiment en fait limite il me disait que j'étais bête parce qu'il me disait mais un profil comme toi ça gagne 80 000 € par mois minimum. Et moi j'étais là en mode ah ouais mais 80 000 pourquoi? Bah si justement je rentre dans ce système où je fais plusieurs placements par jour. Et si c'est plusieurs placements par jour, ça va pas être les placements que je fais là en ce moment. Ça va pas être du Sephora, Farfetch. Donc elle est là la différence. Et en fait pourquoi ils arrivent à avoir autant de placements? Parce que généralement en fait eux c'est des marques un peu indépendantes, un peu des gens qui ont lancé leur marque il y a 1 an ou 2 ans. Et je dis pas que c'est que des marques pourries ou que c'est que du dropshipping Moi il y a plein de marques connotées télé-réalité que j'aime beaucoup genre Hello Body, Wonder Nana, je kiffe et c'est beaucoup fait là-bas aussi. Voilà quoi, c'est des marques, c'est pas vraiment des marques genre notoires en fait. Alors que nous on a la chance, parce que faut pas le nier, on a la chance d'avoir ça. Et c'est pour ça que eux ils arrivent plus facilement à avoir plusieurs placements comme ça, parce qu'ils vont pas faire du Sephora tous les jours quoi, c'est impossible. Et justement si vous regardez le complément d'enquête, quand vous voyez les prix qui sont attribués à chaque influenceur, bon je pense que vous devant votre télé vous avez dû vous dire ah ils gagnent de ouf et tout, mais nous franchement on s'est dit mais wesh ils sont archi mal payés. Je sais qu'un influenceur généralement genre à peut-être 400 000 abonnés, 500 000 abonnés, voire même plus, il est payé 500 € la story. Alors que nous c'est pas du tout ça. Genre 500 € une story, c'est une fleur que tu fais genre à la marque. C'est très rare. Et justement eux, comme ils ont plusieurs placements, si par exemple tu fais, admettons 2 placements par jour, on va faire le calcul Donc 2 fois 500 € ça fait 1000 € par jour déjà, fois 30 jours par exemple, donc 1 mois, ça vous fait 30 000 € le mois. Et du coup c'est comme ça en fait qu'ils gagnent autant d'argent. Alors que nous justement on va peut-être prendre allez 2000, 3000 € sur un placement, mais on va avoir ce placement une fois dans le mois. Et c'est ça qui fait que nous on est choqués en fait de voir les sommes qu'ils gagnent. Alors qu'en fait quand tu décortiques bien c'est juste que ils font des partenariats avec des petites marques régulièrement pour un petit prix. Alors que nous ça va être avec des marques un peu plus notoires qui payent beaucoup mais qui vont pas nous contacter tous les 4 matins. Donc forcément tu deviens millionnaire hyper rapidement quand tu marches sur ce système là. Surtout que la plupart d'entre eux ils vivent à Dubaï et tout, donc il n'y a pas d'impôts, pas de trucs voilà. Donc voilà, le million là tu le touches comme as. Mais d'ailleurs ça crée un problème, c'est que nous en fait ça nous met grave en tort. Parce qu'il y a beaucoup de marques justement qui disent oui mais nous on a payé telle influenceuse de télé-réalité qui a 1 million d'abonnés à 800 € la story. Ouais ok mais tu veux que qu'est-ce que tu veux que je fasse genre, tu vois, du coup nous on se retrouve à entre guillemets baisser les prix. Enfin ça n'arrive pas vraiment parce que finalement c'est pas les mêmes types de marques, mais
tu peux te retrouver, par exemple, moi si j'ai envie de travailler avec une marque qui travaille beaucoup avec les gens de télé, donc les marques indépendantes dont je vous ai parlé, qui peuvent être très très bien, hein, comme je le dis, et bah cette marque là elle va me dire mais attends, toi t'as 500K, tu vas pas me proposer 1500 € la story, jamais de la vie. Et c'est là que le conflit il se crée, et c'est aussi pour ça que beaucoup d'influenceurs YouTube etc étaient remontés en fait contre les influenceurs de télé, parce qu'en fait leurs prix sont tellement bas que bah du coup ça entache la grille tarifaire des autres, parce que du coup nous on va paraître beaucoup plus cher forcément, enfin c'est logique. Et le deuxième problème c'est que bah je trouve que ça donne un manque de créativité. Tu peux pas être hyper créative avec 3 placements par jour, c'est impossible. Franchement ça peut que être un placement à la chaîne. Moi par exemple comme je vous ai dit, je travaille avec les El Nabil, Wonder Nana, et bah je vais pas vous mentir, en vrai c'est un brief hyper fixe, je dis tout le temps la même chose, et voilà, en vrai moi je me dis juste que je vais donner un code à mes abonnés parce qu'ils connaissent déjà la marque et ils aiment bien, et voilà quoi. Alors que là par exemple je suis en train de travailler avec une marque, on est grave en train de réfléchir à comment on va tourner le truc, enfin il y a beaucoup plus de créativité en fait quand tu fais peu de partenariats que quand tu fais des partenariats à la chaîne on va dire. Après l'autre problème en fait c'est que bah finalement les marques comme ça, elles ont pas besoin de créativité, elles ont juste besoin que tu donnes leur code. Parce que c'est des marques en fait qui veulent juste que tu vendes. Et c'est aussi ça le truc, c'est que les influenceurs télé ils sont beaucoup sur le système de vente. Donc si tu fais un placement, la marque elle attend tant de ventes. Alors que moi bah par exemple, encore une fois je vous donne l'exemple de Sephora, quand je travaille avec Sephora, ils me demandent pas de faire énormément de ventes. En fait c'est plus l'image, mon image qu'ils utilisent pour valoriser le produit, pour voilà. Donc ça aussi ça donne une dimension complètement différente, et même au niveau des marques du coup ça crée aussi des problèmes, parce que du coup il y a des marques qui vont se dire oui mais moi j'attends tant de ventes, alors que l'influenceur en question il a l'habitude de travailler sur un système où il propose juste de la visibilité et une valorisation de la marque par son image. Enfin voilà, déjà là vous voyez que plus je parle et plus vous voyez en fait un fossé entre les deux, donc forcément cette distinction elle est faite en fait. Et c'est pour ça que comme je vous dis, il y a beaucoup d'influenceurs qui se disent créateurs de contenu et pas influenceurs, pour sortir un peu de cette image de influenceur, j'influence les gens, je vends, et plutôt entrer dans cette image de créateur de contenu, je crée, je fais des vidéos, je fais du montage, je valorise des produits, je donne mon image, enfin voilà, vous avez capté les différentes DA. Et là où on doit aussi faire la distinction, c'est que les agences sont tellement différentes entre les deux milieux. Justement dans Complément d'enquête ils étaient là, ils disaient oui Shona Event, première agence, tout ça. Mais moi dans ma réalité c'est archi pas la première agence, enfin dans le milieu qui me concerne plus, bah les grosses agences ça va plus être Follow, Équipe Smile, Point d'orgue, enfin c'est pour ça que je suis en mode mais hein quoi, tu vois, t'es là, tu regardes la télé, t'es perdu parce que tu te dis mais attends moi c'est non, c'est faux, carrément. Je pensais à Enjoy Phoenix et sa nana, je me disais mais purée, devant leur télé là elles doivent crier parce que wesh, elles sont là depuis 10 ans et elles entendent que tout existe depuis 2016, les agences, les partenariats, non. Mais c'est justement parce que les gens de la télé-réalité ils font plus de bruit, ils passent à la télé, donc voilà c'est plus, voilà. Alors que nous on est un peu plus discret finalement, enfin les gens de la télé généralement ils nous connaissent pas. Il y a qu'à voir sur TPMP là, quand ils critiquent les castings de Danse avec les stars là, parce que justement il y a des influenceurs et tout, alors que moi je suis en mode mais moi je les connais grave hein, tout ça, enfin bref. Il y a aussi ce prisme de si tu passes pas à la télé t'es pas forcément connu, enfin voilà. Donc voilà, après que je vous ai dit tout ça, en fait je peux comprendre les gens qui en ont marre d'être associés aux personnes de la télé-réalité, parce qu'en fait c'est même pas méchant mais c'est juste que il y a trop de choses qui divergent, il y a trop de choses différentes. Et je dis pas qu'il y a que du mauvais dans le côté de la télé-réalité, encore une fois comme je vous ai dit, bah franchement il y a grave des bonnes marques et tout, enfin bref. Mais justement vous me connaissez, thèse, antithèse, je vais vous dire pourquoi finalement il faut pas la faire en fait, cette distinction entre nous. Déjà pour commencer, parce que pour les médias, même si oui eux ils passent à la télé tout ça, on est dans le même bateau. Influenceur c'est influenceur, tu me racontes pas ta vie. Si t'es sur internet, t'es influenceur, fin de l'histoire. Me dis pas oui mais moi je fais des vidéos, tout ça, ça passe. Non, c'est la même chose pour eux. Donc on est dans le même bateau, on aura beau dire oui on n'a pas les mêmes agences, on n'a pas les mêmes façons de fonctionner. Pour eux c'est la même chose. C'est un peu comme, je sais pas, genre le racisme, le colorisme, genre toi t'es là, t'es coloriste, tu vas mépriser une personne qui est plus foncée que toi ou qui a les cheveux plus crépus, alors que devant un blanc là, toi qui as les cheveux un peu plus curly ou la peau plus claire, pour un blanc tu restes noir. Enfin voilà, c'est exactement ce délire là en fait. Donc ça sert à rien de vouloir se distancier, faire les gens au-dessus et tout, parce que frère, on est dans le même bateau, ça sert à rien. Ensuite, pourquoi on ne doit pas faire cette distinction? Parce qu'on le dit pas assez, mais les influenceurs télé, c'est pas les seuls à faire 2 placements par jour, à marcher en fait sur ce fonctionnement là de contrat et tout. Parce que vous avez Shona Event, mais vous avez aussi We Events. Et justement,
We Even, c'est une agence par exemple qui a beaucoup eu des influenceuses maghrébines. Vous voyez un peu le délire Poupette, Soukaina, tout ça. Il y en a encore plein d'autres, hein. Mais ça c'est des influenceuses qui n'ont jamais fait de télé. Et pourtant, c'est le même système que les gens de la télé-réalité. Ça y est, c'est déjà fait? Oui. Tu fais combien du coup de placements de produits par jour? Ouais, j'en fais en moyenne 2. 2 par jour? Ouais. Mais c'est énorme. Non. Bah si. Bah moi je trouve pas, hein, franchement. Et ça saoule pas les gens? Bah non, je pense pas. Enfin, les poupettes, elles m'ont jamais dit. Si vous les suivez, vous allez voir, elles font 1 ou 2 placements par jour. C'est pas des marques genre, comme je dis encore une fois, c'est mon exemple préféré parce qu'en fait j'ai la grosse boîte là juste en face de moi. Sephora, Givenchy, tout ça. Et je dis pas ça en mode mépris ou quoi, c'est vraiment juste un fait. Donc eux, ça va plus être du La Parisienne K, des trucs comme ça. Enfin, vous avez capté? Donc finalement, pourquoi faire cette distinction avec les gens de télé s'il y a des influenceuses qui font pas de la télé qui ont ce même fonctionnement? Après moi je les suis et je trouve pas forcément leur contenu problématique parce que c'est des marques qui sont sympas, c'est pas des marques de ouf mais c'est des marques sympas, c'est des influenceuses qui sont pas problématiques, elles partagent juste leur quotidien, donc voilà. Mais vous voyez que finalement le système il est le même, donc pourquoi jeter la pierre aux influenceurs de télé alors que bah il y en a d'autres qui font la même chose. Après finalement ce qui entache l'image des influenceurs télé c'était plus le truc du dropshipping, mais ça justement c'est un autre point que je voulais dire, c'est que faut arrêter de dire qu'il y a que les influenceurs télé qui font ça, hein. Il y a beaucoup d'influenceurs classiques, gros influenceurs à 1 million qui ont déjà fait l'erreur de faire du dropshipping, parce que c'est un peu arrivé d'un coup, genre même moi en vrai je recevais grave des mails à un moment, je pense que c'était 2018 quelque chose comme ça, de dropshipping en fait, et en fait quand tu connais pas bah forcément en fait tu tombes dedans, et surtout si t'as pas à côté des belles marques qui viennent te contacter, bah forcément t'acceptes ce qu'on te donne, donc voilà. Et moi j'ai très bien vu bah, des gens, des influenceurs Kali, tout ça, qui ont fait du dropshipping, donc faut y aller mollo sur influenceurs télé, dropshipping, tout ça. Et puis même le dropshipping comme on dit c'est pas illégal, enfin en soi j'ai l'impression en fait les gens ils découvrent la vie quand ils disent que oui t'achètes ce produit à tel prix et tu le revends à tel prix, oh bah en fait c'est le commerce. Après oui c'est vrai qu'il y a parfois des gros écarts et c'est là que c'est un problème, et c'est aussi un problème quand tu reçois pas ton produit. Là oui, mais faut arrêter parce que finalement c'est pas que eux hein, qui sont mêlés à ça, c'est eux finalement qui se prennent toutes les pierres parce que on voit beaucoup de personnes de leur milieu tomber dans ça. Et moi-même j'en ai déjà fait je crois du dropshipping. Mon agent me l'avait proposé. Et c'est après qu'on s'est rendu compte que c'était pas un truc carré. Enfin voilà, finalement c'était des maillots de bain qui étaient revendus archi cher. Donc voilà, on a aussi tous cette marge d'erreur quoi. Après le problème c'est de savoir et de continuer à le faire. Là oui il y a un problème. Mais pour moi si des influenceurs télé ont déjà fait l'erreur mais ne le font plus, et justement ces influenceurs travaillent avec des marques tranquilles, bah faut arrêter en fait de les stigmatiser. Et justement j'en viens à un autre point, c'est qu'il y a beaucoup d'influenceurs télé qui sont bien, et je pense notamment à Camilla, genre je pense qu'il faut arrêter de toujours s'attarder sur ceux qui font le plus de bruit, qui font des trucs un peu pour se faire remarquer et tout, parce que derrière Miskin il y a des influenceurs télé qui sont tranquilles, qui font des partenariats quali, il y a même des influx télé qui sont créatifs, qui font des concepts et tout, enfin faut pas forcément non plus trop se fier à ce qu'on dit sur les grosses têtes entre guillemets. Et pareil pour le truc des influenceurs télé qui font leur marque et qui disent à personne, je sais pas quoi, enfin qui font des trucs en soum soum. Bah moi je vais casser le mythe, mais sachez qu'il y a plein d'influenceurs classiques là, ou youtubeurs bref, qui font leur marque en soum soum hein. Donc pareil, sur ça on est sur le même bateau. Donc voilà pourquoi finalement cette distinction elle a pas trop lieu d'être et c'est compliqué de la faire. Et justement je vais en revenir à ce que je disais tout à l'heure par rapport aux influenceurs qui sont plus vente et les influenceurs d'image qui sont plus bah voilà image. Après moi je suis un peu entre les deux, genre je fais des partenariats où les marques elles attendent des ventes, et je fais des partenariats où je donne juste mon image on va dire. Par exemple quand j'ai fait un partenariat avec McDo, on savait très bien que McDo attendait pas qu'on vende plus de McFlurry ou plus de burgers, parce que ça ils le font déjà, ils voulaient juste associer notre image à la leur. Donc voilà, ça c'est un très bon exemple par exemple. Alors que El Nabil, bah je sais que eux ils attendent que je fasse des ventes quand je partage le code promo. Donc voilà, moi je suis entre les deux. Mais c'est vrai que les influenceurs télé justement ils ont que ce modèle là, j'ai l'impression, que ce modèle de vente, alors que les influenceurs, youtubeurs etc, il y a moins de ça, il y a moins cette pression de vente, et ça je trouve ça hyper compliqué hein, pour les influenceurs télé, parce que ben, enfin faut vendre à chaque fois, et c'est même pour ça finalement que les marques qui travaillent avec eux ils font des petits prix pour être rentables, parce que finalement ils attendent que ça d'eux quoi. Et genre un influenceur d'image par exemple ce serait Paola, Lena, Sullivan Wed, il y en a tellement d'autres, et je pense que
Pour nous, j'avoue c'est un petit peu un goal de devenir un influenceur d'image, genre de faire que des partenariats pour l'image et pas des partenariats pour la vente. Et des influenceuses justement qui sont ventes, bah c'est genre Poupette, Soukaina, des gens de télé, et justement c'est pour ça qu'elles vont être en mode oui regardez j'ai fait tant de ventes et tout, enfin voilà, du coup vous comprenez mieux le délire quoi. Et d'ailleurs je dois dire que malgré tout ce que je vous ai dit, je pense que dans tous les aspects en fait il y a une difficulté du métier d'influenceur, que ce soit des influenceurs télé ou des influenceurs youtubeurs etc, parce que finalement les influenceurs télé, les 3 placements par jour il faut les faire hein, quand même, même si on a dit c'est facile à faire, c'est toujours la même chose et tout. Et puis les influenceurs télé généralement qui sont honnêtes, ils vont pas juste vous balancer le placement, ils vont vous faire le placement, ils vont vous snapper toute leur journée pour justement avoir du contenu autour de ça. Donc finalement c'est pas quelque chose à négliger parce qu'ils vous divertissent au-delà de ça. Genre moi vraiment ceux que je mets à la poubelle c'est ceux qui font leur placement et qui se barrent, qui font rien d'autre, genre c'est ça que je trouve inacceptable. Mais un influenceur télé qui fait certes beaucoup de placements par jour, s'il snap toute la journée, il interagit avec sa communauté, il fait des petits débats, des trucs et tout, bah moi y a pas de souci hein. Les 3 placements par jour je les vois même pas passer hein. C'est pour ça que par exemple avec Camilla, genre je sais qu'elle en fait plusieurs par jour et ça me dérange pas parce que finalement elle partage son quotidien, donc voilà. Et je peux pas dire que c'est pas difficile ce qu'elle fait parce que je sais que snapper toute sa journée c'est pas quelque chose de simple, même si ça paraît simple, c'est pas simple, ça prend de l'énergie, il faut avoir envie de le faire quoi, tous les jours du matin au soir, et pareil pour les autres quoi. Alors que généralement les youtubeurs ils vont moins snapper toute leur journée, ils vont être en mode bon je fais ma vidéo YouTube, je la monte et après me parlez plus, ça y est, laissez-moi respirer. Mais plus le temps avance et plus il faut être sur toutes les plateformes, donc ça finalement ça devient de moins en moins entendable, parce que moi par exemple je suis youtubeuse mais comme je vous ai dit, je snap, je suis sur Insta, je suis sur TikTok, mais voilà, vous avez capté le délire quoi. Et pour finir, je trouve que c'est hyper important de dire que les influenceurs ne sont pas des exemples. Vous pouvez vous intéresser à ce qu'ils disent ou ce qu'ils font, enfin voilà. Mais pour moi en fait, ils n'ont pas le rôle d'exemple et ils n'ont pas à être irréprochables. Parce qu'en fait, personne ne l'est. Genre, on est des humains et on fait tous des erreurs. Et moi, je trouve que ce truc de t'es un influenceur, t'es exposé, donc tu dois être irréprochable, je trouve que c'est quand même dur comme injonction en fait. Et pour moi en fait, bah n'oubliez jamais que en fait c'est vous qui avez le recul sur ce que vous voyez. C'est à vous de suivre les bons influenceurs, ou en tout cas les influenceurs qui se rapprochent de vos valeurs, qui font des choses qui vous plaisent, qui vous respectent, et tout ira bien. Voilà, donc pour moi en fait le travail aussi il faut le faire du côté du consommateur. Enfin voilà, après je sais que il y a souvent l'argument de oui il y a des jeunes, mais il n'y a pas que des jeunes. Ça peut pas être l'argument qu'on dit jusqu'à fatiguer. Enfin au bout d'un moment il y a aussi une responsabilité à avoir de notre côté. Donc voilà, je trouvais que c'était quand même important de le dire. Si un influenceur il a pas la même vie que toi, ou il prône pas les mêmes valeurs que toi et tout, c'est aussi ok. Et s'il fait des erreurs, c'est aussi ok. Après bon, faut pas abuser non plus. Mais voilà, pour moi faut être plus tolérant quand même. Enfin bref, c'est la fin de mon Parlons French. Si jamais vous avez des questions ou quoi, on en parlera en commentaire, n'hésitez pas. Si vous voulez même débattre, ou voilà, toujours dans la bienveillance évidemment, bah n'hésitez pas. Et j'espère que je vous ai aidé, que je vous ai éclairé sur certaines choses, parce que je trouve qu'il y a des choses dont on parle pas assez. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de me dire si vous avez d'autres idées de Parlons French. Et voilà, en tout cas je tenais à remercier toutes les personnes qui me suivent depuis 30 années, depuis 6 ans vous me supportez. Vous avez supporté mon parcours, mes erreurs, mes moments de down, enfin voilà, tout. Et je me dis qu'après 6 ans on est encore là, donc c'est une dinguerie. Et merci beaucoup. Donc en attendant on se dit à la prochaine et prenez soin de vous. Tchuss.